Allez, on va commencer. Oh là, c'est fort. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Je vais remercier aussi ceux qui sont en ligne. Je vais peut-être parler un peu moins fort, me fait des signes Issam. Merci infiniment d'être là ce soir pour ce troisième opus, puisqu'on s'inscrit dans un rendez-vous il y a pratiquement tous les mois, depuis 3 mois maintenant. Donc c'est le troisième opus aujourd'hui, avec cette question: l'intelligence artificielle peut-elle révolutionner le monde de l'industrie ? Alors c'est évidemment un sujet vaste, mais pour aborder ce sujet vaste, on a invité 2 personnes pour pouvoir discuter sur ce sujet-là et peut-être après échanger avec vous en fonction des questions que vous aurez à leur poser. On va accueillir donc Nicolas Paulet, cofondateur et directeur général de la société Altametris. Nicolas, je vous en prie. Qui nous expliquera après plus en détail, évidemment, quel est son poste, ses missions. Il va pouvoir un peu se présenter. Et quelqu'un qu'on ne présente plus, mais qui aura quand même l'occasion de se présenter un petit peu plus pour rentrer un peu plus dans le détail, pour qu'on connaisse un peu plus les choses sur toi. Cyril Garnier, responsable du cercle de conférences Hashtag Valais, entre autres. Merci beaucoup. Tu peux te mettre là. Alors, je vais vous laisser la parole. On va commencer par toi, Cyril. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, et ce qui justifie aujourd'hui ta présence par rapport au thème qu'on va aborder sur l'intelligence artificielle et l'industrie? Voilà, aujourd'hui, j'interviens avec une ancienne casquette, parce que j'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans dans la grande maison SNCF, à diriger une filiale qui accompagnait l'entrepreneuriat et puis qui a été amenée à créer des incubateurs et accélérateurs au sein du groupe, et à accompagner des très très beaux projets, dont un des projets que vous allez pouvoir rencontrer plus en détail aujourd'hui, avec énormément de start-up, de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, de robots. Vous savez qu'on a déjà eu des robots dans ces conférences. Et donc c'est de ça qu'on va pouvoir vous parler tout autour de l'aventure d'Altametris. Oui, puis au travers de ta casquette aussi pour l'incubateur, être en présence, en constante relation avec le monde de l'entreprise, et notamment sur ces notions-là. On va laisser la parole désormais à Nicolas, qui va pouvoir se présenter, rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce que vous faites aujourd'hui et quelles sont vos activités diverses et variées. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, je suis un des fondateurs d'Altametris, qui est une filiale de SNCF Réseau et qui a pour but de digitaliser en fait à la fois le réseau et apporter vers les métiers du ferroviaire du digital pour leur permettre de les augmenter. Je pense que ça va être le bon terme de la soirée, c'est d'augmenter en fait les humains. Et là-dessus, au départ, je suis géologue. Vous voyez, j'ai rien à voir du tout avec le monde du digital. J'ai été embauché à SNCF pour m'occuper des risques naturels. On avait besoin de data et à partir de là, l'histoire a commencé. On a collecté la donnée dans un premier temps et puis le sujet rapidement est arrivé, la transformer, la mettre en forme en fait pour les ramener en fait vers les métiers qui sont encore très primaires pour certains et leur permettre d'aller beaucoup plus loin en fait dans la surveillance et utiliser le grand terme de maintenance prédictive, ce qui va être un peu le grand sujet pour la maintenance industrielle. Comment on passe de géologue finalement à un spécialiste des data et de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a un rapport et comment est-ce que vous avez pu aborder cette nouvelle activité? Oui, mais après c'est des parcours. Je pense qu'on a tous un peu des parcours et des rencontres à un moment donné qui amènent cela. La rencontre, je dirais une rencontre fondamentale, c'est le cofondateur d'Altametris, qui est géomètre topographe, qui lui pour le coup était dans le monde de la donnée, et moi j'étais du côté du besoin d'avoir des informations pour mieux gérer les risques naturels, parce que les risques naturels sont la deuxième cause d'incidents graves sur le réseau ferré après les passages à niveau. Et donc on avait besoin d'informations venant des parois rocheuses, venant des rivières, les crues, venant des glissements de terrain. Et cette donnée-là, il fallait la collecter, il fallait avoir cette information sur l'environnement, que ce soit de l'imagerie par satellite, mais rapidement on a été chercher de la donnée par du lidar, on en verra juste après, qu'on a embarqué sur des trains, sur des drones, sur des hélicoptères, qui permettait de créer un jumeau numérique. C'est une autre thématique qu'on va sans doute aborder ensemble, et dans ce jumeau numérique d'aller l'exploiter pour en sortir les informations clés en fait dans cette multitude de données. Et donc mon parcours a évolué là-dessus par une bonne connaissance en fait du besoin du réseau ferré,
Et de l'autre côté, d'une montée en compétences progressivement sur ces sujets du digital et je dirais après c'est la partie management, de faire travailler ensemble parce qu'il y a tout un corpus de métiers derrière qu'il faut à la fois connecter. Ce que vous faites très bien entre vous déjà, je vois notamment en regardant la plaquette et par rapport aux personnes présentes aujourd'hui. Il faut connecter en fait des mondes qui se connectaient pas, qui se parlaient pas avant, pour créer de nouveaux usages, de nouveaux besoins et puis augmenter tout ça. Donc c'est là-dessus que j'ai évolué. Oui, c'est presque de la diversification verticale. Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, finalement. Ok, on va regarder ensemble une vidéo que vous nous avez apportée. Alors, je ne sais pas si depuis ce système-là, je peux la faire lire. Je vais tenter le coup. On va voir. Visiblement, non. Donc, je vais peut-être avoir besoin de Issam ou de Eleana pour lire la vidéo que vous nous avez apportée, qui va nous permettre après d'aborder le sujet. À l'avenir, le train doit s'imposer comme un mode de transport de référence pour les voyageurs et les marchandises, afin de garantir des déplacements efficaces et durables. La maintenance des infrastructures ferroviaires est donc un enjeu central. Cela tombe bien, car proposer des solutions innovantes aux problématiques rencontrées par les mainteneurs est l'un d'être d'Altametris. Pour réaliser des études et planifier des travaux de renouvellement ou de modernisation des voies, il faut avoir une connaissance parfaite de la physionomie et de la configuration des installations. En utilisant différents vecteurs, Altametris récolte les données nécessaires à la création d'un modèle numérique 3D des infrastructures, ce qui facilite la planification et le déroulement des travaux. Pour automatiser la détection de défauts sur le réseau, Altametris développe des algorithmes d'intelligence artificielle analysant massivement ces données digitales 3D qui permettent, par exemple, de caractériser la végétation qui est susceptible de tomber sur les voies. En complément, pour mieux anticiper les problématiques et les éventuelles pannes, Altametris forme les agents à l'utilisation d'outils d'inspection innovants. Cela permet aux agents de faire des levées de doute sans interruption de trafic, ni exposition aux risques électriques, ni location de matériel coûteux comme des nacelles. Enfin, pour centraliser et visualiser facilement toutes ces données dans une seule interface, Altametris a développé une suite logicielle accessible depuis un simple navigateur web. L'ensemble des solutions développées par Altametris contribue à rendre les infrastructures ferroviaires plus performantes et durables et permet ainsi d'améliorer le trafic sur l'ensemble du territoire. Altametris, la filiale au service de la performance du réseau. Alors, juste avant de vous poser une question sur ce qu'on vient de voir, je vais donner un chiffre. Aujourd'hui, il y a environ 14,6% des entreprises qui se servent de l'intelligence artificielle dans leur activité. On estime qu'en 2030, ils seront 70% des entreprises. Donc, il va y avoir un bouleversement. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la SNCF prenne le virage de l'intelligence artificielle? Quels en sont finalement les débuts et la genèse? Les débuts et la genèse, ça a été... on a un réseau réputé comme ancien, un réseau ferré au niveau européen qui est loin d'être récent, de plus de 18 ans de moyenne d'âge au niveau du rail par exemple, c'est plus ancien que 50 plus je crois que les Suisses et que les Allemands. Mais on a un taux d'incidentologie assez faible parce qu'on s'appuie énormément sur les humains. Rapidement, on s'est dit collecter de la donnée nous permettrait d'améliorer encore la performance de ce réseau en accompagnant sa modernisation par un certain nombre de travaux. Cette donnée, elle était utilisée pour l'ingénierie. C'était tout ce qui est montage de plans, 2D, 3D pour la régénération, dans le but de limiter au maximum le temps d'indisponibilité de la voie ferrée. Et en parallèle de ça, on avait vu qu'il y avait des usages qui pouvaient être mis en duo pour la maintenance, détecter des défauts et ainsi de suite. Et donc on a commencé à collecter de la donnée en masse. Et en très grande quantité. Actuellement, c'est 3 téraoctets jour qu'on remonte au niveau des trains. Et donc, cette volume de data, ça nous faisait un gros tas de sable qu'il fallait exploiter derrière. Et comme d'autres entreprises, on a fait ça en parallèle, les EDF, les RTE font à peu près la même chose. Et avec la même difficulté à un moment donné, c'est qu'il fallait un bataillon de personnes derrière pour l'exploiter.
Et donc, il n'y avait pas trop de solutions, c'était de l'algorithmie qui nous permettrait de faire ça. Et donc, on n'en est encore qu'au début de l'histoire et il y a encore énormément de choses à faire. On est aujourd'hui encore dans des traitements qui sont assez monométiers. Et on voit qu'apparaissent des usages en fait où en croisant ces types de données, ces flux d'informations, on va pouvoir aller même encore plus loin. Et notamment là, on commence à réfléchir à connecter des données de géométrie, du patrimoine brut, avec des données d'exploitation qui permettraient de faire passer plus de trains. Enfin voilà, c'est les autres objectifs. Mais on pourra rentrer dans le détail. Oui, on va rentrer dans le détail juste après. Je voudrais juste poser une question à Cyril. Si on prend un peu plus de hauteur par rapport à l'expérience que tu as, toi, et aux discussions que tu as avec les chefs d'entreprise, est-ce que tu as le sentiment que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est vraiment un outil que les entreprises utilisent? Est-ce qu'elles sont sensibilisées à ça ou pas? Alors, pas encore. Il y a encore 2 ans, il y avait à peine 33% des entreprises françaises qui avaient un site internet en quantité. Voilà. Mais par contre, on a une accélération depuis le Covid, de la prise de conscience réellement du digital. Et depuis l'avènement de ChatGPT, je pense qu'il n'y a plus aucun Français ou décideur qui se pose la question de l'intelligence artificielle avec le sujet, mais on en parlera avec une des entreprises du local là, qui est avec nous, de prise de conscience d'avoir des gisements de données depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans d'activité. Et là où on se dit, il y a un gisement de valeur. Donc on a une prise de conscience quand même depuis quelques années, qu'il y a une puissance de feu sous le coude des entreprises, et que le sujet aujourd'hui, c'est comment on s'y prend en fin de compte pour valoriser ces données et pouvoir prédire des commandes, prédire des ventes, baisser l'accidentologie des sujets, bref, créer de la valeur. Est-ce qu'à la SNCF, et quand vous travaillez avec eux, il y a cette question qui est posée sur le remplacement des tâches et des missions qui sont généralement allouées à l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'inquiéter de ce que va devenir l'intelligence artificielle par rapport aux ressources humaines et par rapport à la place de l'être humain, on va dire, au sein d'une entreprise? Et grosso modo, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre la place de l'homme? Je vais démarrer, puis après je vais passer. vous Parce que tous les deux. dans une entreprise comme la SNCF, dès qu'on propose une innovation, le premier sujet, c'est mais que vont en penser les syndicats? Voilà, c'est un peu le mode de fonctionnement. Moi, j'ai passé quelques années à la DRH SNCF. Je me retrouvais à la DRH et c'était vraiment le sujet de l'inquiétude. Donc effectivement, dès qu'on va toucher à quelque chose qui va changer à nos process personnels, la question de l'obsolescence des compétences, de la baisse des ressources, est un sujet critique, important, et je sais que dans le domaine de la maintenance, justement, l'un des enjeux majeurs du démarrage d'une activité comme remplacer ou digitaliser le cheminot a été un des enjeux du démarrage d'Altamétris, Nicolas. Oui, il y a la première réponse, il ne faut pas se mentir, oui, ça remplace des métiers, il faut être clair. Maintenant, ça en crée beaucoup d'autres. Mais sous cette réponse un peu simpliste, il faut creuser un petit peu. Est-ce que ça supprime des métiers? Oui, ça supprime des métiers et il y a un vrai risque là-dessus, et notamment dans le cadre de la maintenance ou de la connaissance des assets, du patrimoine. Ça va être de comment on garde une expertise quand même pour avoir une analyse critique, de pouvoir faire évoluer l'algorithmie et avoir un œil critique sur les données qu'on récupère, qu'il n'y ait pas de déviance, de dérive en fait sur les montées d'informations. Si on prend des atouts de structure par exemple, tout ce qui va être capteur et imagerie notamment nous permettent de détecter beaucoup plus facilement en fait des informations, des défauts, et donc potentiellement de se substituer complètement à une inspection par l'homme. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, on ait perdu cette connaissance en fait de l'état des ouvrages, en ayant complètement délégué ça à une intelligence artificielle et sans être en capacité de comprendre ce qui se passe. On discutait tout à l'heure, tu en fais une analogie, prenons le cas de la Notre-Dame de Paris et la charpente qui a brûlé, on s'est rendu compte qu'on ne savait plus la reconstruire. Il a fallu reprendre en fait tout encore. C'est le risque là dans lequel on est potentiellement si on laisse en fait tout un pan de métier où on perd cette connaissance terrain pratique. De l'autre côté, cette intelligence artificielle, d'ailleurs le terme intelligence, je ne suis pas le seul, mais on est quand même pas mal à pas trop l'apprécier, et on le trouve un peu inadapté. En fait, elle est au service de l'homme, et donc c'est comment justement l'homme l'exploite, l'utilise
ChatGPT en est également l'exemple. On peut lui poser une question basique, mais en gros c'est comme Google, hein, faites une recherche, ça va être la même chose. Il faut savoir la questionner pour l'exploiter dans sa pleine puissance. Et donc ça va être la même chose dans le domaine industriel, hein. Il faut savoir créer une intelligence qui apporte vraiment une performance supplémentaire. Et cette performance supplémentaire génère en fait d'autres besoins et d'autres applications usage. Concrètement aujourd'hui, le ferroviaire manque d'humains, manque de main-d'œuvre en fait pour réaliser un grand nombre de tâches. Aujourd'hui, le principe de cette automatisation, qu'elle soit par la robotique, mais également par du soft, ça va être essentiellement pour libérer les tâches à faible valeur ajoutée, pour exploiter l'homme et son cerveau sur l'exploitation des informations qu'on va lui faire remonter après avoir fait une sélection, et de pouvoir traiter ces informations en mode je fais une intervention pour éviter les défauts, dans un premier temps pour les corriger et à terme pour les éviter. Alors, je vous donne un autre chiffre, hein, selon une source qui s'appelle Accenture, en 2035, l'intelligence artificielle pourrait contribuer à augmenter la productivité mondiale de 40%. Enfin, là, on est sur une augmentation jamais vue d'une certaine manière, hein, même l'avènement d'Internet. Et est-ce que ça doit nous faire modifier nos modes de pensée sur la formation? Est-ce que vous avez un sentiment qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent sont suffisamment formés, ou en tout cas sensibilisés à ces notions-là? Je commence. Oui, clairement. Mais d'ailleurs, j'ai un peu l'impression que les écoles ont les mêmes problématiques que nous, hein. Quand je vois les échanges qu'il y a sur ChatGPT, en fait vous posez les mêmes questions que nous. C'est qu'à un moment donné, soit on l'ignore et on l'interdit, soit on l'exploite et on apprend à l'utiliser. C'est un peu la même chose, hein. Il y a des structures, hein, des entreprises qui ont interdit l'usage avec la peur notamment des fuites de data, mais c'est perdre une capacité à un moment donné à augmenter la productivité si c'est utilisé correctement. Donc c'est l'encadrement, ainsi de suite. Mais il faut former. Il faut former pour ça. Je lisais, a priori, il y a 1% des requêtes sur ChatGPT qui font vraiment appel à l'IA conversationnelle. 99%, c'est une simple consultation Internet, une simple demande d'information. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, il faut former à l'exploitation. Là, on est sur quelque chose que tout le monde connaît ou a entendu parler, dans le domaine de la maintenance ou des usages industriels très, très poussés. Eh ben, il faut connaître l'environnement industriel. C'est une des jambes, et l'autre jambe, ça va être justement d'être dans cette partie de développement. Et donc, faut marier ces deux mondes, et ça va très vite. Donc, il faut être agile là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on est 50, nous, on a 10 alternants, et on prend beaucoup d'alternance là-dessus pour être connecté, pour connecter également l'impétrant dans notre environnement. Et ça, c'est important. Alors, je vais faire ma pub, hein. On a des étudiants qui sont en attente d'alternance, hein, donc je pense que ça a été noté déjà. La réponse de Cyril sur ce sujet-là, peut-être? Ouais, pour rebondir sur la productivité, il y a un des secteurs là qui est vraiment en avance sur l'usage de l'IA dans ses process, c'est le monde de l'agriculture. L'agriculture est plutôt un monde qui manque de bras, et typiquement parmi les technologies qu'on a pu tester après dans le monde SNCF, certaines venaient de l'agriculture, c'est des caméras intelligentes qui sont capables de regarder les vignes et de prédire les rendements de la vigne. Donc ça, c'est des usages, hein, j'en parle, il y a des hôteliers parmi nous et des gens du monde, c'est que cette intelligence artificielle, elle apporte de la productivité, même dans des métiers où on n'imaginait pas que ce type de technologie puisse arriver. Et donc le monde de l'agriculture s'est fortement avancé là-dessus. Et la même type de caméra, quand on l'utilise dans des champs de betteraves, elle est capable de déterminer ça c'est une mauvaise herbe et ça c'est une betterave pour optimiser l'utilisation d'herbicides ou d'autres produits. On a eu des travaux sur le glyphosate à la SNCF. Donc effectivement, il faut qu'on forme beaucoup de métiers à l'usage. Donc c'est pas simplement la formation à la technique, mais c'est vraiment le sujet, c'est comment dans mon métier, je vais pouvoir réinventer certains de nos process, comment je vais créer de la valeur. Et ça, effectivement, ça touche, on l'avait vu sur la robotique dans le monde de l'hôtellerie, sur notre première conférence, mais globalement, l'IA, on se rend compte que c'est une rupture qui va toucher tous les métiers. La formation, l'enseignement, là, on le sent
en direct. L'industrie, on le voit bien par l'usage justement du traitement de données massif qui va permettre de prédire des choses ou d'identifier dans des nuages de points des arbres qui vont tomber sur la voie, jusqu'à le monde de l'agriculture, de la santé. Donc effectivement, la formation, elle est autant pour la partie technique que vraiment la partie de chacun des métiers. Ça va être quoi les nouvelles façons de faire qui vont toucher après l'emploi, qui vont toucher les compétences. Et ça, c'est un facteur majeur. Et avec une dimension qu'il faut qu'on travaille, on le sent bien, c'est que cette nouvelle puissance de feu, il faut la maîtriser, mais aussi il faut réfléchir. Et donc la plupart des écoles d'IA commencent à mettre beaucoup d'éthique, beaucoup de gouvernance, pour que tous ces process-là soient contrôlables, maîtrisables. Et ça, c'est un vrai champ nouveau dans lequel on a, à mon avis, beaucoup de choses à faire. On voit que la SNCF, là, pour le coup, a été sensibilisée, mais est-ce qu'elle l'est vraiment complètement? Est-ce que dans les relations que vous avez avec elle, elle est capable d'être souple sur ces notions d'intelligence artificielle? Est-ce que vous êtes, vous, régulièrement à faire des propositions nouvelles, à les faire un peu, à les bousculer un peu dans leurs habitudes? Parce qu'on parle d'une partie là, de l'activité de la SNCF, mais est-ce qu'il y a d'autres champs sur lesquels vous pourriez intervenir? Et comment ils perçoivent ça de leur côté, Nicolas? C'est vrai qu'on peut avoir l'image d'une entreprise un peu ancienne dans ses process et dans son mode de fonctionnement, mais pour le coup, je pense que c'est une image un peu trompeuse puisqu'on est quand même en avance sur pas mal de sujets. Et je pense en particulier sur mon domaine plus spécifique qu'on va voir juste après, où on a été pionnier à la fois sur le sujet, y compris sur les drones d'ailleurs, et sur l'usage industriel et au-delà du monde ferroviaire. Et après, on a une certaine inertie, on met du temps en fait à le déployer. Je pense que le temps qu'on perd, on le met plutôt, c'est plutôt dans le déploiement. Mais en émergence, en innovation, on est quand même plutôt assez bon. Et donc, en effet, il y a la maintenance industrielle telle qu'on voit là, mais il y a l'IA qui est utilisée depuis presque une dizaine d'années par des chatbots à l'intérieur de métiers de support, en particulier tout ce qui est application juridique et ainsi de suite. Mais les sites SNCF, notamment ISNCF a fait pas mal de choses. On a une filiale d'ailleurs Itnovem qui a pas mal de développeurs sur l'IA. Et puis sur la partie exploitation, on a toute une équipe également qui s'appelle DGEX Solutions qui travaille pas mal sur la planification des trains, arriver à organiser en fait les trains sur le réseau. C'est un métier assez que ça nécessite quand même de mobiliser pas mal de ressources, différentes entités. Donc ça fait appel à une source d'information et de processus un peu variés dans l'entreprise. Et c'est une équipe qui automatise tout ça et qui fait intervenir de l'IA là-dessus pour rendre tout ça très agile et très flex, beaucoup plus réactive. Et là, récemment, je voyais notamment hier, il y a tout ce qui est remontée d'informations. Vous avez tous été confrontés à un train qui est arrêté en pleine voie et avec une difficulté de savoir ce qui se passe. Et c'est des flux d'informations qui sont très disparates dans l'entreprise. Et donc là, c'est pareil, il y a la création d'une IA en cours pour apporter une information fiabilisée, en fait, avec des taux de fiabilité et ainsi de suite derrière, donc toute une machinerie. Et voilà, c'est pour vous montrer, pour vous illustrer, en fait, qu'il y a plein de domaines dans le ferroviaire et que ces domaines qui sont comme assez avancés et plutôt en phase d'industrialisation. Cyril, tu confirmes, toi, que dans l'industrie française, aujourd'hui, on a pris conscience de l'intelligence artificielle? Je donne juste un autre chiffre. Hein. Il y a visiblement 9 entreprises sur 10 aujourd'hui qui investissent dans l'intelligence artificielle. Alors, ça peut être sur un logiciel, mais en tout cas, il y a des investissements qui sont lancés. Est-ce que l'industrie française a pris déjà le virage un peu à l'instar de ce qu'on vit avec la SNCF? Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que l'intelligence artificielle, dans les années 90, moi j'étais en école d'ingénieur, on développait les algorithmes d'intelligence artificielle dans les grandes écoles, dans les universités, et les algorithmes d'aujourd'hui, une grande partie sont déjà existants depuis des années. Donc en fait, c'est une technologie qui est beaucoup plus mûre qu'on peut l'imaginer, c'est juste qu'elle a passé des années à attendre d'être nourrie de la donnée. Voilà, il y avait les modèles, il y avait les moteurs, mais il n'y avait pas la donnée. Donc c'est l'explosion de la donnée qui, depuis des années, a fait ça. Donc ce qui fait que des projets d'IA, il y en a dans les entreprises depuis 30-40 ans, en fait. Sauf qu'ils étaient moins populaires et surtout, ils n'avaient pas le niveau de performance qu'on avait parce qu'il n'y avait pas l'accouplement avec le big data. Donc cette donnée-là, elle est mûre, donc tout le monde se pose la question. Et après, il y a énormément de process un peu cachés
où il y a plein d'IA dans les services clients. On a aujourd'hui des robots qui utilisent l'IA pour analyser le comportement et savoir si la personne qu'elle appelle, elle est en colère, elle est fâchée, permettant d'avoir le conseiller, voire un robot qui va lui répondre, qui va adapter sa réponse si c'est un vrai stress, etc. Donc on l'utilise dans l'industrie du secours, dans la police, dans les services clients de la SNCF. Donc on a de l'IA qui se trouve là. On a des néo-olfactifs qui aujourd'hui sont capables, dans des frigos industriels, de sentir une décomposition, de la moisissure et d'alerter pour prévenir. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui, sauf que c'est une couche finalement qui s'est répandue et qui se déploie, et donc ce qui fait qu'on a énormément de process industriels qui aujourd'hui ont de l'IA, parfois sans le savoir, parce qu'on a parfois des logiciels, c'est un peu toute la difficulté après de la gouvernance et de la sécurisation des choses, où de l'IA est déjà embarquée. De toute façon, elle est embarquée dans tous vos téléphones, hein, donc on ne s'en rend pas compte, mais globalement, c'est bourré d'IA dans tout ce que l'on fait aujourd'hui. Et même sans le vouloir, c'est l'IA qui est en train d'écrire vos messages ou qui complète vos mots. Donc ces process-là, ils existent déjà. Dans les banques et assurances, des algorithmes surpuissants qui passent des commandes de trading, ça fait des années et des années. Donc on a une prise de conscience de l'enjeu et une maturité maintenant de la technologie et de sa diffusion sur tous nos process qui est devenue ultra visible, mais il faut bien prendre conscience que c'était quelque chose qui est lancé depuis 30 ans et qui ne fait que progresser. Alors on va regarder, ce sont des images, Nicolas, hein, que vous nous avez apportées. Je vais peut-être vous demander de les commenter en direct. On va les prendre une après l'autre pour que vous puissiez un peu nous expliquer comment est-ce que ça se matérialise, cette question de l'intelligence artificielle et la SNCF, pour qu'on comprenne un peu mieux. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est un tronçon, un petit bout d'une voie ferrée, une double voie, donc vous voyez les deux voies, à l'endroit où on passe sous un pont. Et donc c'est du nuage de points lidar. Donc c'est un scanner laser. Vous voyez les petits télémètres que vous pouvez avoir quand vous faites du bricolage. C'est juste un faisceau laser qui est envoyé qui vous permet de mesurer une distance. Là, c'est 3 têtes lidar qui sont embarquées dans des lidars topographiques, qui sont embarqués sur un train qui roule jusqu'à 160 km/h et qui, à chaque faisceau, en fait, à chaque seconde, c'est 1 million de points qui sont mesurés, avec une précision de 1 cm en x, y, z. Donc ces points, ce laser en fait balayant, il revient, et donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle un jumeau numérique à la fin, après un certain nombre de traitements, un double numérique en fait de la voie ferrée. Et donc là, il y a tellement de points, c'est tellement dense en fait qu'on a l'impression que c'est une image reconstituée, mais si on zoomait dedans, on verrait chaque point individuellement. Et en plus, le laser, il y a une quatrième information, c'est l'état de surface. C'est ce qui peut donner un peu cet effet d'ombre par endroit. C'est qu'il y a des points qui sont plus ou moins, il y a un peu de diffraction, mais c'est plus ou moins intense. Donc on a un très grand nombre de points dans ce petit bout de voie. Et donc ces points, le principe, ça va être dans un premier temps d'essayer de reconstituer des objets un peu clés. À la voie ferrée, pour la surveillance, la base de référence, c'est les rails. On va tout mesurer à partir du rail. Donc la première chose qu'on fait, c'est on extrait les rails. Et donc au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un opérateur qui pointait en fait les points du nuage de points au niveau des rails. Et ça, on a automatisé. Et aujourd'hui, c'est les 2 lignes rouges que vous voyez là. C'est que on a un algo qui automatiquement va repérer le rail et va le tracer automatiquement. Donc aujourd'hui, on reçoit 3 téraoctets jour et en quelques secondes, ces nuages de points en téraoctets sont transformés en quelques kilooctets d'une ligne 3D référencée dans l'espace et donnant précisément la position de chaque rail. Et à partir de ces 2 fils de rail, l'externe et l'interne, où là il y en aurait 4, ils ne sont pas représentés, et on peut faire un certain nombre de traitements métiers qui sont réalisés habituellement sur le terrain.
Ça va être par exemple du gabarit, c'est ce qu'on voit ici, du gabarit ferroviaire. Vous avez peut-être tous entendu parler des trains trop larges de la région Normandie qui ont tapé les quais. Enfin, à un moment donné, il faut parler aussi de ce qui fâche, mais c'est qu'à un moment donné, la région a acheté des trains qui n'étaient pas au gabarit standard du réseau ferré. Et le réseau ferré, qui était encore géré par SNCF Réseau, fait que ils n'ont pu que constater que les trains étaient abîmés au moment où ils se rapprochaient des quais. Ce qu'on appelle du gabarit. Et donc, à un moment donné, une fois qu'on a le gabarit du train, qui peut être un train un peu standard, transport de voyageurs, mais qui peut être un train un peu particulier, comme par exemple un train fret où on transporte un convoi exceptionnel, si on devait le faire passer sur le réseau, il fallait avant faire passer un petit chariot sur les voies qui allait mesurer les endroits où ça frottait. Si on remontait même encore avant, c'était un étalonnage en carton en fait qu'on mettait sur un wagon, et puis tous les endroits du polystyrène et tous les endroits où ça frottait, on le voyait. Avant c'était comme ça. Mais pour vous représenter physiquement ce que ça fait. Et aujourd'hui on rentre le gabarit virtuel et on identifie tous les endroits où on peut avoir des problèmes, que ce soit en statique, mais on peut également y mettre des lois de comportement, puisque la caisse du train peut bouger avec la vitesse, et donc on peut avoir également des problèmes de gabarit dynamique. Donc là, vous avez en bleu un endroit où on est dans la limite de la tolérance, et donc où il faut aller préciser si pour certains types de convois, on n'aura pas une problématique qui nécessiterait soit de reprendre le pont, le mur. Généralement, on va éviter de faire ça, on va plutôt travailler au niveau de la voie en l'écartant ou en l'abaissant. Combien de temps il faut pour avoir cette image ? Aujourd'hui, le plus longtemps, c'est voir le sillon pour faire passer le train avec le capteur, parce que sinon, après, c'est quelques secondes pour avoir cette information-là une fois qu'on l'a récupérée. D'accord. Là où il fallait, j'imagine, plusieurs jours auparavant sur un projet de ce type. Oui, tout à fait. On a notamment des autoroutes ferroviaires là, qui se créent, qui consistent à identifier des traversées de la France complètes par des trains fret, de trains de transport de matériel, de convois et ainsi de suite. Avant, lorsqu'on avait une demande, il fallait potentiellement au moins une année avant de pouvoir répondre à l'entreprise si on pouvait faire passer son train. Maintenant, on est descendu à quelques semaines et on se prépare à répondre en quelques jours. D'accord. Alors, on va regarder une autre image. Celle-ci, je vais vous laisser la commenter pour nous expliquer. Oui, donc on est toujours sur on travaille essentiellement sur des nuages de points lidar, mais on peut également faire de l'imagerie. Mais là, on va essentiellement voir du lidar. Là, on voit qu'il y a un certain nombre d'objets différents en fait dans cette image-là. Et c'est ce qu'on appelle le patrimoine ferroviaire. Et il est important de connaître l'ensemble des constituants de ce patrimoine. C'est une base qui s'appelle Gaia et qui référence l'ensemble des assets. Et jusqu'à présent, ces assets étaient référencés par des hommes, des tournés à pied qui allaient identifier à tel endroit il y a tel poteau avec tel numéro et ainsi de suite. Et donc on se limitait généralement aux grands éléments, c'est-à-dire on a un poteau et donc ça, par principe sur cette partie de poteau électrique, on imaginait qu'il y avait un câble électrique, un câble caténaire et ainsi de suite. Et là, vous voyez qu'avec le nuage de points, en fait, on est en capacité potentiellement d'aller identifier chaque constituant individuellement pour constituer des bases de données référençant l'ensemble de ces éléments individuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que le poteau caténaire. Le poteau caténaire, il y a également un certain nombre de boulons, de tiges métalliques, de câbles de potence et ainsi de suite. Et donc on va constituer cette base patrimoniale qui s'appelle le jumeau numérique, qui fait que là on est encore dans cette étape d'identification des objets dans l'image, mais on va transformer ces points individuellement qui constituent par exemple le poteau ou la file de rail en un objet rail ou en un objet poteau. Et dans cet objet rail et cet objet poteau, demain, on va y mettre ce qu'on appelle à la fois les métadonnées, données de géolocalisation et ainsi de suite, mais on va pouvoir y mettre également les informations de maintenance. Par exemple, tel poteau a été remplacé en telle année, a été posé en telle année, a été remplacé en telle année, il subit tel type de défaut de corrosion, de défaut de glissement de terrain qui fait qu'il bascule et ainsi de suite. Et ça va constituer le jumeau numérique de demain qui, au lieu qu'aujourd'hui, si on a un problème sur un tronçon de voie, on doit aller dans un établissement pour récupérer l'ensemble des documents
par corps de métier, et ben là on aura dans le numérique l'ensemble des informations en instantané. En termes de gestion de crise, ça change complètement la vie en fait. Une question de béotien, ça veut dire que demain on pourra à n'importe quel moment savoir que tel rail, il y a un problème, une difficulté, il est de travers, il y a une bosse, il y a quelque chose, il y a à l'instant T. Tout à fait. Tout à fait. Il faut là, ce que je suis en train de vous parler, c'est des choses qui existent en conception, notamment dans le domaine anglo-saxon depuis pas mal d'années. C'est obligatoire de concevoir en numérique et puis avant de construire en fait l'équipement, l'usine, l'infrastructure. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est ce qu'on appelle du rétro-engineering ou du rétro-BIM, du rétro-jumeau numérique. Ça signifie d'aller numériser un patrimoine qui existe. Et quand on parle du ferroviaire en France, il faut savoir qu'il y a des tronçons de ligne, le rail, il a 100 ans. Si on prend le RERC, les équipements caténaires, ils ont 60-70 ans. Et à côté de ça, on continue à construire des voies toutes récentes. Donc on a un panel d'équipements qui est hyper large. Et donc d'aller le reconstituer par l'homme, ça prendrait des dizaines d'années et ça représenterait un bataillon de bonhommes qui seront plus pertinents d'aller positionner autre part. Et là, on voit qu'en créant en fait un certain nombre d'intelligences derrière, on peut constituer ces bases patrimoniales qui font que demain, si on a un problème à un endroit, on est en capacité d'envoyer l'information à l'équipe d'intervention qui est le poteau caténaire qui est là, c'est de tel type, il a été installé en telle année et donc ça a besoin de tel équipement pour le remplacer, pour l'entretenir, pour le maintenir. On va gagner énormément en réactivité pour solutionner une problématique. Je ne sais pas quel est le nombre de kilomètres que ça représente, mais imaginons que vous ayez à faire un Paris-Marseille, ça prendrait combien de temps pour pouvoir d'une certaine manière digitaliser et obtenir toutes ces informations pour pouvoir disposer des éléments nécessaires à communiquer à la SNCF? Alors le rail aujourd'hui, il y a toute la partie algorithmique qui est faite, donc ça prendrait que quelques minutes. Si on est maintenant au niveau d'équipements sur lesquels on n'a pas terminé, par exemple les potences électriques, on ne les a pas terminés, ben là il faut développer. On a un champ de développement qui est encore énorme. On sait qu'on en a encore pour 15 ans de développement. Il y a 15 ans de travail encore. Oui, il y a encore du 15 ans de travail, on est dans cette étape. Et d'ailleurs, je vais, pour ouvrir également sur la partie formation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train d'exploser? C'est qu'on a eu tout ce travail préalable et indispensable pour pouvoir le faire. C'est d'avoir des données qualifiées, toute la partie de data science. Ça fait quand même 15 ans qu'il y a la data science qui est prête. Donc on va dire qu'on a standardisé et créé des formats de données qu'on peut exploiter et faire parler, communiquer entre elles. Le deuxième élément, c'est la puissance de calcul. Et là, c'est nettement plus récent. On va dire que côté SNCF, ça fait 5 ans qu'on a initié une bascule complète vers le cloud. Et le cloud, ça révolutionne complètement l'ensemble. Alors ça génère d'autres problématiques de souveraineté, mais à partir de maintenant, la donnée est accessible, exploitable et exploitable également en calcul. Après, ça génère d'autres difficultés et d'autres compétences nécessaires, c'est la partie cyber. Et il y a aussi besoin de l'IA pour cette partie cyber par rapport à l'ouverture. On est dans le monde de l'open source, il y a énormément de choses qu'on fait là-dessus qui sont de l'open et on contribue à cet environnement open source. Et ça génère d'autres difficultés d'un point de vue cyber là-dessus et de protection et de souveraineté. Et donc c'est des champs, voilà. À chaque fois, on voit qu'on ouvre des portes d'opportunités. On génère également des risques et des impacts qu'il faut traiter en parallèle et donc des compétences nouvelles également à exploiter. Ouais, c'est un sujet sur lequel on s'est penché le mois dernier, effectivement. On va regarder une autre illustration, ce sera la dernière, oui. Avec des arbres qui ont certaines couleurs. Exactement, donc là on est sur la partie maîtrise de la végétation qui représente un grand nombre d'enjeux, c'est un sujet assez emblématique et assez intéressant. C'est un enjeu économique, c'est quasiment l'un des premiers postes de maintenance pour la SNCF. Alors par rapport aux data, c'est 30 000 km de lignes ferroviaires en France et ça représente 56 000 km de voies ferrées. Puisqu'il y a des endroits, en sortie de gare, vous avez plein de voies, il y a d'autres endroits où vous n'avez plus qu'une seule voie. Mais donc du coup, ça fait un linéaire très important, conséquent. Et donc, il y a des emprises ferroviaires, des talus, qui sont propriétés des SNCF, et sur lesquels il y a de la végétation qui pousse. Et donc, c'est un patrimoine végétal qu'il faut à la fois entretenir pour éviter d'avoir des incidents, et donc des coûts,
et entretenir également, parce que c'est des corridors verts. Et donc, il y a le sujet du glyphosate par rapport aux herbacées, mais les arbres qui sont de plus grande taille, pour le peu qu'il y ait un coup de vent, ils peuvent tomber sur la voie, c'est un risque sécurité, ou ils peuvent tomber sur l'alimentation électrique, et donc c'est un problème de régularité. Et ça, c'est des choses assez courantes. En ce moment, on a quelques coups de vent, et parfois on a des arbres qui tombent. Et tous les arbres ne sont pas dans les emprises ferroviaires, d'ailleurs. Il y a pas mal d'arbres qui viennent de tiers, qui ont un arbre en bord de leur domaine, et le coup de vent fait que ça tombe sur la voie ferrée. Et donc, jusqu'à présent, on a des agents végétation qui font des tournées, ce qu'on appelle des tournées cabines ou des tournées pédestres. Ils sont à l'avant du train et puis ils vont repérer rapidement la vitesse du train, le point kilométrique à l'endroit où il y a un arbre qui est susceptible de tomber sur la voie, et puis d'envoyer après une équipe d'intervention. Et donc il doit regarder comment faire intervenir une équipe, comment il coupe, combien ça va coûter, combien il va falloir payer, suivre le devis, ainsi de suite. C'est assez laborieux et assez dépendant de la qualité du travail de la personne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas standardiser. Et donc, qu'est-ce qui maintenant est développé, qu'est-ce qui est en place? C'est toute une partie algorithmie qui va consister à sortir les rails, comme on a vu tout à l'heure, qui est le point de référence pour la partie obstacle à la voie. Donc s'il y a un arbre qui tombe, faut arriver à identifier s'il peut tomber sur la voie ou pas. Et là, on voit qu'on a extrait également ce qu'on appelle les fils caténaires. Donc c'est pour arriver à identifier les arbres qui, si jamais ils tombent, ils vont arracher le fil caténaire et donc il n'y aura plus de circulation. Donc ça, c'est les données d'entrée quelque part, la base de référence qu'on va regarder. Après, donc, il faut identifier les arbres. Donc on a l'algorithmie sur la partie ici vue de dessus. On va isoler chaque arbre. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec un code couleur. Chaque arbre est isolé. Donc là, cette image-là, c'est simplement l'identification de tous les objets. Identification de la file de rail, des fils caténaires, des arbres. Derrière, j'aurais pu vous donner d'autres illustrations où on fait passer l'algorithme où l'arbre, en fonction de la pente du talus, en fonction de la hauteur de l'arbre, si jamais l'arbre tombe, est-ce qu'il engage la gabarit ferroviaire, obstacle, et est-ce qu'il peut arracher le fil caténaire? Et donc dans ces cas-là, on va mettre une codification couleur, ou plutôt envoyer une information qui est plutôt un point kilométrique, la localisation de l'arbre en GPS, la hauteur de l'arbre, le volume que ça va représenter pour évacuer, pour préparer l'entreprise derrière en termes de est-ce qu'il faut une tronçonneuse, quel type, est-ce qu'il faut un gros camion, quel type, comment on évacue, quel est le point d'accès le plus proche. Enfin, toutes ces informations-là, on l'a automatisé maintenant. Mais on pourra aller plus loin et on se prépare à intégrer d'autres types de données, comme par exemple du multispectral qui permettrait par croisement, et là il faudrait se rapprocher un peu plus du monde de l'agriculture pour arriver à discriminer si c'est un chêne, un hêtre, un acacia, un robinier faux acacia. Un chêne ou un hêtre, on aimerait bien d'avoir que ça parce que la vitesse de croissance est assez lente. Un robinier faux acacia, ça pousse de 2,50 m par an et donc c'est une invasive et donc ça fait partie des plantes sur lesquelles on doit mener un traitement spécifique. Et donc d'avoir une information supplémentaire sur la typologie, sur les essences en fait, et c'est un autre type d'information qu'il faudrait joindre et ça donne des perspectives futures pour à la fois potentiellement les éliminer, les remplacer par d'autres types d'essences, mais également de prévoir des plans de maintenance, parce qu'aujourd'hui on le fait plutôt en curatif, c'est-à-dire on fait passer l'algo et on va dire tel arbre il faut le couper maintenant tout de suite, mais si on pouvait dire à l'établissement votre plan de maintenance dans 5 ans c'est cet arbre-là qui va commencer à atteindre une taille critique et donc il va falloir prévoir en fait sa coupe, c'est également l'autre perspective qui arrivera derrière. Alors, vous avez parlé là, juste au tout début d'économie. Je vais m'adresser à Cyril. On gagne en productivité, évidemment, mais je pense que l'intelligence artificielle, c'est aussi un rapport avec l'économie, c'est de faire des économies pour une entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est communiqué par les entrepreneurs que tu côtoies? Là, on pourrait échanger aussi avec un des entrepreneurs. L'un des enjeux qui Après, vont avoir, les questions, c'est comment typiquement optimiser des achats en abaissant le niveau de stock que l'on va pouvoir faire. L'une des startups qu'on avait accompagnées dans le programme d'incubation de la SNCF était un spécialiste de l'analyse prédictive. Voilà. Et le premier test qu'on avait fait, c'était pour prédire les pannes sur les moteurs
les moteurs électrogènes, donc les groupes électrogènes qui viennent en support en cas de panne. Et donc le cycle de la machine génère des signaux, et par analyse des modèles et des historiques, ça permettait de donner aux agents les signaux pour intervenir. Donc ce qui fait qu'ils intervenaient moins, donc on économise en temps. Le projet a été arrêté parce que l'entreprise a basculé son pivot dans la prédiction des prix de matière en achat. Donc c'est devenu un outil de trading d'énergie et de matière, permettant justement d'optimiser des achats importants. Donc c'est vraiment au cœur de beaucoup de processus d'achat maintenant, l'IA. Donc c'est là où on va avoir beaucoup d'économies en fait. Alors, il y a 44% des entreprises qui ont réalisé des économies suite à l'adoption de l'IA dans leur process. C'est quand même énorme. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui, Nicolas, de dire quelles sont les économies que la SNCF a pu faire sur ces 10 dernières années grâce à l'IA? Non, je ne saurais pas vous donner ce chiffre-là, mais j'ai d'autres éléments de réponse. Une entreprise comme SNCF, mais on n'est pas les seuls dans le monde industriel, en fait, c'est que les contraintes sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes et génèrent des coûts. La MCO, de manière générale, la maintenance, en fait, coûte de plus en plus cher pour respecter un certain nombre de contraintes tout à fait légitimes. Mais si on prend l'exemple, on parlait du glyphosate tout à l'heure, la suppression d'un produit chimique en gestion des herbacées amène derrière de devoir faire plus du mécanique. Le mécanique coûte plus cher que d'aller que la partie chimique. Donc, il y a déjà un premier élément, ça va être de trouver des solutions qui évitent une inflation là-dessus liée à l'évolution du corpus réglementaire, des contraintes réglementaires, et après de gagner en productivité. Si on est dans le domaine SNCF, on a 1,5 milliard en productivité, c'est une trajectoire qui a été définie suite à la réforme ferroviaire, et on a déjà fait à peu près 2/3 de la route. De ces gains de productivité d'1,5 milliard côté SNCF Réseau, on en a encore un tiers à faire, et généralement le reste du chemin est toujours le plus compliqué. Et là, l'IA est une vraie opportunité justement là-dessus d'arriver à faire ce dernier bout de chemin assez significatif. Donc voilà, en termes de data, c'est plutôt là-dessus sur lequel on travaille. C'est à la fois éviter l'inflation des coûts par rapport à toutes les exigences multiples, également en termes de sécurité, et en termes de qualité de manière générale du service, et à côté de ça, de pouvoir augmenter nettement plus le bénéfice du positionnement de l'humain dans la chaîne de valeur en fait de la maintenance. Ouais. Avant d'éventuellement passer la parole à des gens du public pour poser des questions, même peut-être pour témoigner pour les entrepreneurs, c'est quoi l'avenir, les 10 prochaines années, le grand défi auquel vous êtes confrontés pour la SNCF, par rapport à l'intelligence artificielle évidemment? J'en ai déjà mentionné un peu quelques-uns. Je pense que ça va... on voit que là, pour l'instant, on est quand même encore sur du traitement par silo. Donc on voit, on adresse un métier de la végétation, on adresse le métier de l'électrique et ainsi de suite. Donc déjà de faire travailler l'ensemble de ces assets individuels dans une vision un peu globale de gestion d'assets, c'est une étape dans laquelle on est simplement en émergence. Après derrière, en faisant de la 4D, donc en y mettant le temps c'est les parties exploitation, en y mettant les interactions avec d'autres gestionnaires d'infrastructures. Notre réseau est alimenté en électricité par RTE et Enedis, donc on est connecté à d'autres systèmes d'infrastructures. En termes d'exploitation, on se relie avec la voie navigable de France, avec des zones routières. En termes d'exploitation, on a différentes entreprises ferroviaires qui interviennent. On voit qu'on a des flux de data qui viennent d'un peu partout et qui génèrent potentiellement des usages nouveaux, des besoins nouveaux. Et donc il faut faire travailler des métiers qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et là-dessus, la partie IT, la partie informatique, la partie data science, en fait, est un vrai vecteur et catalyseur en fait de nouveaux usages et d'augmentation en fait de capacité. Il y a un enjeu économique fort pour SNCF Réseau, que ce soit sur la partie gestion des assets, mais il y a aussi la partie exploitation. Il y a aujourd'hui, par la modélisation, par l'intégration de nouvelles technologies comme le satellite et autres, on est dans une trajectoire aujourd'hui de faire passer plus de trains à l'heure sur certains tronçons de ligne.
Il y a une voie ferrée qui était réputée comme étant saturée, c'est par exemple la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. Je sais plus, il faudrait vérifier les chiffres exacts, mais c'est une quinzaine de trains, je pense que ça, qui passaient par l'heure environ. On est en train d'en rajouter un, puis deux, puis trois, par l'intégration d'une signalisation par satellite. Mais tout ça, ça nécessite un pilotage fin avec de la partie exploitation des données et préparation des sillons et ainsi de suite. Et l'IA nous permet d'aller beaucoup plus vite là-dessus. Donc on voit qu'il y a du potentiel très fort derrière et des gains significatifs à faire. La prochaine étape, ce sera le tapis roulant perpétuel pour aller de Paris à Lyon et il n'y aura plus peut-être de train. Cyril, tu voulais intervenir? Oui. Est-ce que tu pourrais revenir en arrière sur la deuxième photo? Pas celle-là, celle-là. Ouais. On a parlé sur les économies créées par l'IA. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi quelles sont les nouvelles valeurs qu'on va créer par l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment le chemin, et le chemin où nous, Français, par rapport à nos analyses de ROI, etc., on a beaucoup plus de mal. C'est plus facile de valider une dépense d'innovation par une économie que par une valeur putative. Là, ce que vous voyez, ce que fait Nicolas avec toute son équipe, imaginez cette technologie-là quand elle est sur une voiture. Imaginez-la quand Google, quand Nvidia disent moi, mon enjeu, c'est de créer le jumeau numérique de la Terre. Voilà. Et donc Nvidia, qui est au début connu comme des puces, et en particulier des cartes vidéo pour les jeux, a pour enjeu de créer le jumeau numérique de la Terre. Voilà. Donc là, ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner comme économie, mais l'enjeu pour eux, et Google a lancé les mêmes sujets, c'est comment ces technologies, et adossées à l'IA qui reconnaît les images, qui découpe les couches, qui est capable de mesurer, puis après de prédire en se couplant à la météo et puis aux autres données, et puis à ce que les robots génératifs vont être capables de faire. Les enjeux de demain, ils sont au-delà de nos sujets de chacune des industries. Il y a des enjeux majeurs là qui rejoignent la conférence de la semaine dernière, du mois dernier d'Arnaud sur une IA responsable, parce que derrière ces technologies-là, sur un lidar qui aujourd'hui, on l'a vu, le lidar, il était embarqué par le petit robot, un plateau de la première conférence, c'était un lidar moins puissant et qui n'avait pas besoin d'autant d'algorithmes que ce qu'on fait là. Mais aujourd'hui, les enjeux vont bien être sur le jumeau numérique, donc le jumeau numérique de mon industrie, de mon école, de mon patrimoine, mais aussi, pour certains, de toute l'infrastructure terrestre et de la valeur qu'on va pouvoir créer, des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités qu'on va faire. Donc les enjeux là sont importants, et les sujets de souveraineté, vu que n'importe quelle voiture Tesla qui va circuler va être capable d'embarquer et de digitaliser tout l'environnement autour du véhicule, sont des enjeux majeurs qu'on va devoir affronter, sur lesquels réfléchir et travailler ensemble. Ce seront peut-être des clichés qu'on retrouvera dans un musée de l'IA dans 200 ans. Et finalement, Nicolas, vous faites un peu figure de pionnier en la matière. J'imagine un petit peu dans 2 siècles comment les gens pourront aborder les choses en regardant ces images-là, en se disant mais ça, c'était le début d'une certaine manière. Oui, exactement, parce que là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte la donnée, on est en différé en fait. Cette donnée, elle est collectée dans le train, et puis après, elle est transférée dans le cloud, et elle est exploitée dans le cloud. Mais aujourd'hui, on est déjà en train de préparer le edge computing. Le principe, ça va être, au lieu de transférer des téraoctets de data dont je vous parlais tout à l'heure, et pour moi, c'est pas une fierté de se dire qu'on fait 3 téraoctets jour, ça montre simplement une capacité de puissance de calcul. Mais demain, le principe, ça va être je vous ai expliqué tout à l'heure, les bases de référence, ça va être quelques objets comme les fils de rail, les fils caténaires ou autres. Ça va être de simplement envoyer la file de rail et pas tous les points, quoi. Et pas stocker tous ces points. Alors, on va peut-être passer aux questions. Ça fait à peu près 50 minutes qu'on est en train de discuter. On va laisser peut-être 10 minutes, un quart d'heure aux questions. Il y a des gens peut-être en ligne. N'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser. Issam les envoie par téléphone et je pourrais éventuellement les traiter. Est-ce qu'il y a déjà des questions ici dans la salle? Ça a l'air d'être limpide. Allez, besoin d'un micro ou pas? Besoin d'un micro ou pas? Bonjour. Est-ce que vous vous spécialisez sur les risques géologiques, mais est-ce que votre technologie pourrait servir les risques humains? C'est-à-dire, on sait que maintenant, en termes de sécurité, on peut, grâce à l'intelligence artificielle,
évaluer les comportements, l'agressivité, et c'est utilisé dans les caméras pour la sécurité. Est-ce que vous... Voilà, c'est une piste. Alors, alors, Altamétrie, c'est moi, mon domaine, je dirais, mon job, c'est vraiment la maintenance industrielle, donc la partie asset hard. Maintenant, je fais partie du réseau expert Synapse de SNCF et on bosse pas mal en transverse sur pas mal de sujets. Et en effet, la direction de la sûreté, comme le présentait Cyril tout à l'heure, il y a déjà des solutions à exploiter sur arriver à détecter le comportement en fait, d'un client ou guichet qui commence à avoir une certaine agressivité. Mais c'est également utilisé par les agents de la SUGE dans leur formation pour arriver à traiter justement à un moment donné une objection ou un client un peu difficile dans un usage dans un train. Et donc là, cette analyse comportementale, elle est faite. Alors, elle est comme plutôt sur les premiers niveaux pour le moment, c'est-à-dire de détecter et puis d'accompagner en fait l'agent à réagir à ces comportements-là. On n'est pas dans des exploitations, je dirais, un peu défense ou à l'américaine, où à un moment donné, on irait sur l'identification, du croisement avec du facial et ainsi de suite, quoi. Parce que c'est là où on voit que la dérive, notamment sur l'humain, pourrait nous emmener sur des terrains un peu compliqués, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de suivre, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'opposition sur le positionnement actuellement de l'Union européenne sur la réglementation. Si je prends les drones, qui est un domaine que je connais bien, la France et l'Europe ont été les premières autorités à mettre en place une réglementation, et ça n'a pas empêché le développement en fait, y compris le business. Et on est quand même une référence là-dessus sur avoir pu accompagner en fait. Et je pense qu'au niveau de l'IA, je pense que ça va être important d'accompagner dès le début en régulation, parce que les dérives peuvent venir très vite, et en particulier sur les comportements humains. On voit de loin ce qui se passe un peu en Chine, et on voit que rapidement on pourrait rentrer sur des zones un peu complexes. C'est pas des jugements, c'est culturel, quoi. Est-ce que culturellement, en tout cas chez nous, on a envie de ce genre d'usage? Ouais. Alors juste pour information, il y a Franck Tapiro qui avait créé une société comme ça, justement. C'est un communicant, un publicitaire, un peu, c'est le fils spirituel de Jacques Séguéla. Et il avait créé une société qui permettait justement de voir les stigmates du visage, et pour après pouvoir adapter la publicité et qu'elle plaise au plus grand nombre. Il a été vite confronté effectivement à des questions d'éthique et de droit. Et je crois qu'aujourd'hui, cette société-là n'existe pas. Il a d'autres sociétés, mais en tout cas, sur ce projet-là, je crois qu'il avait abandonné le projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tout en haut. Vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît. Bonjour et merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Donc Éric Limassé, moi je dirige une entreprise d'échafaudage qui est située d'ailleurs juste derrière l'école, on en a parlé tout à l'heure. Notre problématique, comme beaucoup d'entreprises, c'est qu'on a une multiplicité de données. On loue des milliers de tonnes de matériel chaque année qui correspondent à des cycles économiques, que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans l'événementiel. Et aujourd'hui, comme l'a mentionné Cyril, on a besoin d'outils prédictifs pour optimiser nos achats. Et ça devient quelque chose d'essentiel. On travaille beaucoup avec l'expertise, l'expérience. Donc ma question, elle porte surtout sur l'état de l'art aujourd'hui, dans tout ce qui est big data. Nous, on a besoin d'être opérationnels rapidement, que ça ne nous prenne pas trop de temps, parce que ce n'est pas notre job. Donc est-ce qu'il y a des sociétés qui ont des logiciels clés en main qui permettraient d'être importés dans nos entreprises, ou est-ce qu'il faut développer un outil propre qui peut se faire avec effectivement des étudiants de l'école? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça ouvre déjà un premier champ de besoins en compétences là-dessus. C'est ce que j'appelle un peu de la chefferie de projet, mais ça va être de poser un peu la problématique, l'usage, le besoin, faire le benchmark, savoir est-ce qu'il n'y a pas une solution qui existe sur étagère, est-ce qu'il faut tout recréer? Dans ces cas-là, il faut monter un cahier des charges, des spécifications et construire un peu le programme derrière. Voir la maturité des différentes briques techno et ainsi de suite. Et c'est aujourd'hui, clairement, mon premier besoin en termes de compétences, c'est celui-là en fait. D'avoir des gens qui comprennent de quoi le client a besoin, qui comprennent l'environnement et les briques technologiques où est-ce qu'elles sont, et est-ce qu'on peut en faire un produit, une réponse, et dans quel temps, et à quel coût.
tous ces éléments-là, tout ce montage-là, aujourd'hui, clairement, on manque de main-d'œuvre, quoi. On a des spécialistes de chaque brique. Il y a beaucoup de techno-push là-dessus. Il y a beaucoup de choses dans le marketing aussi qui est un peu problématique parce qu'on nous vend aussi beaucoup la lune, le côté pragmatique, des réponses toutes faites, toutes prêtes. Il y en a quand même relativement peu. Et après, il faut arriver à bien comprendre parce que je parlais du cas d'usage, le transformer en spécification pour qu'à la fin ça fasse un produit, c'est tout un cheminement. Donc il faut prendre le temps de passer ces étapes-là pour ne pas se tromper de produit, pas se tromper de besoin. Mais j'invente rien, là, hein, c'est un peu partout. Quand on prend un logiciel de RP, il faut savoir identifier lequel répond le mieux à nos besoins. C'est la même chose dans notre domaine, en fait. Oui, parce qu'il me semble, vous avez parlé que les entreprises utilisaient à 44% l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle existe depuis 30 ans et elle est multiple. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de réponses sur le marché d'entreprises, de start-up, d'écoles spécialisées pour répondre à cette demande qui va être énorme pour toutes les entreprises de plus en plus. Oui, c'est vrai que c'est un peu tarte à la crème, hein, l'intelligence artificielle, c'est un peu utilisé un peu partout. Enfin, une recette de cuisine, c'est un algorithme, hein, ça commence par là. C'est une règle qu'on suit, qu'on est capable d'adapter. Donc ça peut être quelque chose de très simple, comme quelque chose de très, très poussé, très touchy. On voit dans le domaine médical où aujourd'hui on a de l'IA qui fait de la détection dans les radios, par exemple. C'est devenu un usage courant et ça fait gagner énormément de temps et ça permet d'aller beaucoup plus loin, en fait. On est vraiment dans le cas concret où le radiologue, en fait, il va se concentrer vraiment sur l'analyse de ce qui a été détecté automatiquement, là où avant il passait beaucoup de temps à essayer de trouver le problème. Mais pour arriver à cette étape-là, il y a eu un long cheminement, en fait. Il a bien fallu poser, en fait, la problématique pour avoir la bonne réponse. Et il y a pas mal de sujets, en fait, où ce travail-là est pas fait, pas suffisamment fait ou posé correctement. Et je le vis au quotidien, hein. On parle tout à l'heure du gabarit, on a mis du temps à arriver à bien spécifier la façon dont il fallait aborder le sujet. Maintenant, on a mis en place une routine, ça se processe, tout ça. Et ce processus-là, ça a déjà de la valeur, en fait. Et c'est une première chose, en fait, où des structures comme la nôtre, en fait, peuvent apporter justement sur la démocratisation, le déploiement vers des entreprises qui sont sur leur cœur de business, leur corps d'activité, et qui, pour le coup, découvrent ce nouveau monde et ne savent pas encore par quel bout le prendre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors, il y a... Attends, et puis après. Juste pour compléter, sur le domaine des logiciels, il y a IBM qui a lancé il y a à peu près 7 ans, IBM Watson, qui était le moteur d'intelligence artificielle qui permettait de prédire l'arrivée de cancer par les images. Hein. Il y a eu une grosse campagne, etc. Depuis, on en parle beaucoup moins d'IBM Watson. Il y a eu beaucoup d'échecs. Dans le 77, vous avez un gros éditeur qui s'appelle SAS, qui était anciennement SAS Institute, qui a des outils permettant de déployer des algorithmes et de l'IA sur vos process. Toute la difficulté, et on le voit bien, c'est quand vous souhaitez que l'intelligence artificielle optimise en se basant sur votre métier, votre expérience. Et celle-là, elle ne peut pas exister clé en main tant que vous n'avez pas appris. Donc le ferroviaire, effectivement, tant que la SNCF ne développe pas quelque chose, ça ne peut pas exister sur le marché parce que globalement, l'une des plus grandes expertises du monde ferroviaire, il est dans l'univers SNCF ou dans ses homologues allemands. Donc toute la difficulté, c'est soit il y a des outils très boîte noire, et ça c'est ce qu'on avait testé aussi à SNCF, mais dans ce cas-là, on est incapable de savoir pourquoi l'IA a pris telle décision. Et ça, il y a des métiers régulés où c'est strictement interdit. Hein, on ne peut pas avoir une donnée. D'autres métiers où on peut se permettre, mais par contre, ça veut dire qu'on ne comprend plus ce qui se passe et pourquoi la décision a été prise d'acheter, de ne pas acheter, de proposer un crédit, de refuser un crédit, de soigner, de ne pas soigner. Donc ça, c'est le vrai sujet. Donc toutes les solutions, on va plutôt monter en puissance ces équipes, les mettre sur des outils de développement, mais dans lesquels on va être capable de comprendre et de maîtriser et de revenir en arrière. C'est un petit peu tout le débat qu'on va avoir sur l'exploitation de ces données-là. ChatGPT, le sujet, on ne sait pas d'où viennent ses sources, comment il les cite, etc. Quand demain, vous avez une belle boîte noire qui marche bien,
mais vous ne savez pas comment elle va prendre la décision et comment on fait un rollback, parce qu'elle est incapable de faire un rollback, un retour arrière, par principe de son réseau neuronal, quelque part, qui va être dans ses décisions. Ça va être un petit peu tout l'enjeu des DSI avec les métiers. Et c'est ça qui est assez génial en IA, c'est qu'on ne peut pas avancer quand on est que tech, on ne peut pas avancer que quand on est métier, on ne peut pas avancer si on a une vision purement financière. Mais par contre, aujourd'hui, les boîtes à outils, il y en a. Mais par contre, c'est les équipes qu'il faut former, qu'il faut monter en compétences pour que la partie de boucle d'apprentissage de vos métiers et pour que l'expertise vienne enrichir l'IA et que vous puissiez maîtriser. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui clé en main tant qu'on n'a pas des secteurs entiers qui ont réussi. Alors, je me présente. Moi, c'est Mohamed en 3e année de programmation. Et j'avais une question. Est-ce que vous utilisez un certain outil pour faire un pont optimisé entre tout ce qui est préparation, qualité de la donnée, modèle, du coup, le ou les modèles que vous ferez, plus la partie BI, analyse de données. Est-ce que vous avez un outil, du coup, pour simplifier les ponts et que tout soit au même endroit? Oui. Déjà, on est dans un environnement ici. Enfin, le côté SNCF, on utilise Microsoft Azure. Donc, le choix a été fait côté SNCF réseau, puisque côté voyageurs, ils seront plus sur AWS. Le choix a été fait côté réseau d'être sous Azure. Donc, on utilise pas mal de briques applicatives de socle Azure. Et donc, tous les datas, dans tous les cas, sont stockés là-dessus au sein des SNCF réseau. Et puis après, derrière, en effet, on met un certain nombre de couches d'applications spécifiques et d'API qui viennent interconnecter tout ça. On n'a pas terminé le travail sur la qualité de la donnée. C'est long à mettre en place. Les flux, je ne saurais même pas vous dire le nombre d'applications côté SNCF réseau qui existent par métier, qui ont été développées depuis de nombreuses années et qui s'appuyaient sur des données stockées sur des serveurs un peu isolés à gauche à droite dans la boîte. Donc aujourd'hui, de tout recentrer, ce qu'on appelle dans des gisements, des puits de données, suivant leur finalité, leur standardisation, que ce soit en géologue, en date et ainsi de suite. Ce travail-là n'est pas terminé. Donc on a déjà un premier sujet, c'est d'achever ce travail-là. Et avec une grosse réflexion d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, ce patrimoine digital, est-ce qu'on le met à jour des données anciennes ou est-ce qu'il vaut mieux démarrer d'un nouveau matin où on démarre tout à une nouvelle étape, quoi. C'est du gros questionnement avec des responsabilités et tout derrière. Et donc la modélisation vient un peu derrière, mais on a des petits modèles en fait qui viennent s'appuyer sur certains types de data, certaines composantes, d'où le lien de modèles plus ambitieux qui vont les interconnecter entre eux. Sachant que le Graal ultime qu'on vise un peu derrière, c'est d'y mettre également des lois de comportement. Des lois de comportement, des lois de vieillissement, de matériaux, des lois d'évolution en fait, de systèmes, d'ensemble d'équipements différents. Et donc on voit qu'on a un cheminement encore à faire. Et quand je parlais de 10-15 ans, c'était plutôt la mise en conformité des data et leur première exploitation sur des premiers besoins. Si on est sur les lois de comportement et ainsi de suite, la partie vraie maintenance prédictive, c'est celle-là, la vraie. Là, on est sur une échelle de temps encore plus longue. Et on a beau avoir la puissance de calcul, on a beau avoir les données. Aujourd'hui, ça va être de presser les cerveaux des experts pour arriver à transformer en fait leur expérience, leur vécu, leur connaissance des ouvrages, des matériaux, en loi de vieillissement dans des environnements particuliers. Donc, et là-dessus, on revient sur comment on connecte en fait un expert métier, un expert ouvrage d'art béton par exemple, avec un spécialiste de la data science, de l'IA et ainsi de suite pour créer l'algo qui permet de faire ça, quoi. Et aujourd'hui, ces connexions-là ne sont pas faites, ces modèles-là ne sont pas faits. En fait, je faisais suite à en gros, on a participé au Lake House Day sur Paris avec du coup Kylian et Maël. Et il y avait une branche de la SNCF qui était venue, je crois que c'était Naomi, je crois, quelque chose comme ça. Et ils étaient en train de passer sous Databricks pour pouvoir justement tout rassembler et faire quelque chose de plus harmonieux. Et du coup, je voulais savoir si c'était plus toute la SNCF du coup qui passerait comme ça ou si c'était vraiment que Naomi ou quelques pôles.
Alors, déjà, le groupe SNCF. Le groupe SNCF, c'est plus de 1000 sociétés, dont les 5 plus grandes sont la SNCF, qu'on appelle la maison mère qui pilote le groupe, et qui est en dessous un certain nombre d'autres sociétés. Donc il y a SNCF Réseau, qui a que le réseau ferré. Il y a SNCF Gare et Connexion, qui gère que les gares. Il y a la partie SNCF Voyageurs, dans laquelle vous allez avoir les TGV, les trains. Et vous allez avoir également la partie fret, ça s'appelle Rail Logistique Europe. C'est les 5 sociétés particulières qui ont chacune leur filiale. Et donc elles ont des raisons sociales, des objectifs différents, chacun a son objectif. Donc, et puis donc des besoins différents et dans des environnements différents. Tout à l'heure je parlais de SNCF Voyageurs qui a choisi l'environnement AWS et qui dedans en fait a des usages spécifiques d'exploitation. Ils doivent par exemple pour programmer un train, ils doivent à la fois compiler des données de où sont mes ressources humaines, où sont mes trains et comment je gère un point de rencontre pour que à la fois pour faire mon train, j'ai bien mon train au bon endroit avec mon bon mécano de train par exemple. Et donc là, ce que je suis en train de vous définir là, c'est un silo en fait, c'est-à-dire un métier particulier dans SNCF Voyageurs qui va avoir ses propres data scientists et ainsi de suite qui vont travailler dessus. Et donc là, vous pourrez vous le dupliquer à l'infini tellement il y a de cas d'usage, comment il y a de cas d'application. Et donc en effet, aujourd'hui, il y a une entité qui s'appelle ISNCF qui essaye d'harmoniser en transverse et de faire un peu un socle commun, une base commune pour gagner du temps. Mais par le fait qu'on ait des entités juridiques différentes et des finalités différentes et avec une certaine confidentialité, on a des spécificités à l'intérieur de chaque SA et à l'intérieur de chaque SA dans chaque silo. Donc plein d'environnements, plein de modèles différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant que vous pourrez poser des questions plus en détail, Mohamed, si jamais ça vous intéresse, avec Maël et Kylian, à Nicolas, puisqu'il va participer au pot de l'amitié voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'en ligne, il n'y a pas de questions pour l'instant. D'autres questions? Non? Bon. Écoutez, merci infiniment à vous d'être venus. Merci à ceux qui nous suivent en ligne. La prochain rendez-vous, donc on a une autre conférence, c'est le 25 mai prochain. Donc évidemment, vous êtes invités, vous êtes conviés à participer et à venir. Et ce sera sur le métaverse et le web. Là, le sujet est encore vaste, un peu comme celui qu'on vient de vivre. Je voudrais remercier Cyril de sa participation et puis de tous ces éclairages qu'il nous a donnés. Et puis évidemment, Nicolas, je vous invite à les applaudir pour les remercier d'être venus avec nous. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis on se dit au mois prochain donc, pour le métaverse et le web. Bonne soirée à vous tous. Merci encore.